En ce dimanche 26 octobre 1947, il semble que tous les habitants de Champigny-sur-Marne se soient donné rendez-vous à la mairie. Ils se pressent fébrilement dans les isoloirs pour élire leur prochain maire. Les femmes ne sont pas en reste. Elles sont nombreuses à effectuer leurs devoirs. C'est à l'une de ces combattantes de l'ombre qui compte bien avoir voix au chapitre concernant l'avenir de leur commune que nous allons nous intéresser aujourd'hui. Louise Beauce, épouse Duval, à voter. Louise, vous venez de participer à vos secondes élections municipales. Pour une femme dont le destin est intimement lié à celui de Champigny-sur-Marne, ça doit être quelque chose. Tu es bien solennelle à me donner du vous, ma Jeannette. Je t'ai dit que c'était pour Paris Inter, mémé. Ah, ça enregistre. Oui, ça enregistre. On reprend. On va s'installer dans la cuisine, il fait plus clair. Il n'y a pas d'image, mémé. J'ai 86 ans, mais je sais encore ce que c'est que la radio. Asseyez-vous là, tous les deux. Vous me donnez le tournis. Merci, Mimi. Gérard, assieds-toi là. Voilà. Vous êtes quand même mieux, non? Je t'écoute, ma Jeannette. Qu'est-ce que ça représente pour vous, ce vote aujourd'hui? Te revoilà avec ton vouvoiement. Bon, comme tu veux. Ce vote... Voter, c'est comme un miracle pour moi. Jamais je n'aurais cru survivre à 3 guerres. Alors, être considérée comme une citoyenne à part entière en prime, ça tient du miracle, oui. Qu'on ne se méprenne pas sur le sens de mes propos. Ce n'est que justice après tout ce que les femmes ont fait pour ce pays. Nous aussi devrions avoir nos noms sur les monuments aux morts. Vous vous êtes battue, vous? Avec mes armes, oui. Dès septembre 1939, j'ai su que la France avait besoin de toutes ses forces. Et je n'ai jamais eu l'intention de m'affranchir de mon devoir. Racontez-nous. C'est ta mère qui est venue m'annoncer la nouvelle. Mémé, évite de parler de moi comme si tu me connaissais. Bon. Maman, Hitler a envahi la Pologne. C'est la guerre. Antoine s'est engagé. Mon Dieu, mais pourquoi? Il refuse de rester à l'arrière à se faire traiter de lâche. Et les enfants? On ne leur a pas encore annoncé. Ma pauvre Jeanne, mon pauvre Roger, que va-t-il leur arriver si leur père ne revient pas? Allons, il est trop tôt pour penser à ça. Voilà ton frère. Maman, Juliette, j'ai appris pour Antoine. Bravo. J'en aurais fait autant sans cette fichue blessure. Les Allemands méritent une bonne leçon. Ferdinand, cesse de jouer les va-t-en-guerre. Ton père se retournerait dans sa tombe s'il t'entendait. Juliette, retourne auprès de ta famille. Moi, je vais à la mairie prendre des nouvelles. Burard-Pierre, c'est noté. Le bureau de l'économat se chargera de lui faire parvenir ses vêtements. Monsieur le maire. Bonjour Louise. Ah, ne me dites pas que vous voulez donner un coup de main. Votre âge vous autorise à prendre du repos. Alors que l'ennemi n'en prend pas, vous n'y pensez pas. Vous évacuez les enfants. Ceux qui sont en colonie de vacances y restent. Nous acheminons en ce moment même leurs vêtements pour qu'ils puissent passer l'automne. Pour les autres, nous trouvons des solutions en province. Je vais envoyer mes petits-enfants chez une cousine dans le Loiret. Elle pourrait en prendre de plus. Bien, je transmets. Mais ne vous inquiétez pas, cette guerre sera vite terminée. La France est bien préparée. Monsieur le maire, j'ai vécu 2 guerres contre les Allemands. L'une perdue, l'autre gagnée de peu. Si ça ne vous fait rien, je vais rester prudente sur l'issue de celle-ci. Le 17 juin 1940, la France capitulait. Ici, Radiodiffusion nationale de l'État français. Mesdames, Messieurs, Monsieur le maréchal Pétain, président du Conseil des ministres, vous parle. Français, à l'appel de Monsieur le Président de la République, j'assume à partir d'aujourd'hui la direction du gouvernement de la France. C'est le cœur serré que je vous dise aujourd'hui qu'il faut cesser le combat. Quoi? Je me suis adressé cette nuit à l'adversaire pour lui demander s'il est prêt à rechercher avec moi, entre soldats, après la lutte et dans l'honneur, les moyens de mettre un terme aux hostilités. Que tous les Français se groupent. Ça fait même pas 1 an que la guerre a débuté et il jette l'éponge. On se souviendra de ce 17 juin 40 comme le jour de son infamie. Il m'a coupé l'appétit. Ne lui fais pas ce plaisir et finis ton assiette. Tu en auras besoin. J'écris à Juliette. J'espère qu'elle pourra bientôt nous rejoindre. Je n'aime pas la savoir si loin avec les enfants alors que les Allemands arrivent.
Jeanne, éloigne-toi de la fenêtre. Mais maman, je regarde les feuilles tomber. Fais ce que je te dis. Maman, tu es prête? Tu remarques quelque chose? Quoi donc? Les œufs, je les ai cachés sous mon manteau. Ah, on n'y voit que du feu. Parfait, allons-y. Ne baisse pas les yeux, ma Juliette. Ce n'est pas nous qui avons signé cet armistice abject imposant à la France occupée de collaborer de manière correcte avec l'ennemi. Nous n'avons pas à être corrects avec l'ennemi, mais avec nos convictions. Tiens, on tourne ici. On commence par la pension Bella Vista, 15 rue de la Prévoyance. Madame Quinquet attend ses œufs. Maman, regarde, l'affiche. À la demande des autorités d'occupation, les Israélites devront se présenter munis de pièces d'identité à la mairie de Champigny avant le 2 octobre 1940, dernier délai pour y remplir une fiche d'identité. Mais qu'est-ce qu'ils leur veulent? Rien de bon. Nous étions pourtant loin d'imaginer de quelle ignominie les nazis et leurs collaborateurs étaient capables. Un an plus tard, le 14 mai 1941, nous avons compris ce qu'était une rafle. La police française avait fait le sale boulot. Nous étions au courant dès le lendemain. J'ai mis d'abord mon chapeau. Chapeau, Jeanne, pas château. Plusieurs livres et le balai. Plusieurs livres et le balai. Balai, Jeanne? Oui. Voilà ta mère. Maman, Ferdinand, j'ai à vous parler. Jeanne, va jouer dehors. Oui, maman. Que s'est-il passé? Tu as l'air toute retournée. Un homme est arrivé cette nuit à l'hospice. Le petit-fils d'un pensionnaire qui habite à Paris. Il m'a dit que la police l'avait arrêté et conduit à la gare d'Austerlitz. Qu'avait-il fait de mal? Rien. Il est simplement né juif comme tous ceux qui étaient réunis à la gare. Où les emmène-t-il? Personne ne leur a dit. Mais il a eu un très mauvais pressentiment. Il a préféré fuir avec certains de ses camarades. Et tout ça avec la complicité de la France. On ne peut pas rester les bras croisés. Il faut faire quelque chose. Je sais, mais quoi? Je finirai par trouver, je le jure. Pour le moment, cessons ce conciliabule. Jeanne va se poser des questions. Ce n'est qu'un an plus tard, en 42, que l'occasion me fut donnée de tenir ma parole. Remonte ton col, ma Jeannette. Tu vas attraper froid. Dis donc, ça fait un moment que je ne t'ai pas vu sourire comme ça. Elle t'arrange bien, cette grippe qui cloue ta mère au lit. Et encore, il a fallu que je bataille dur. Elle ne voulait pas me laisser t'accompagner à sa place. Elle a peur pour toi, c'est bien normal. Toi aussi, tu avais peur pour elle quand elle avait mon âge. Tu ne l'as pas empêchée pour autant de se porter au secours des blessés de la Grande Guerre. Tu as de qui tenir. Certainement. D'ailleurs, dès demain, j'intègre le comité d'assistance aux prisonniers de guerre. Si je peux être utile à ce que papa ait un peu plus de confort dans son camp de prisonniers. Je suis sûre que de te savoir aussi dévouée lui fait déjà le plus grand bien. Ah, on est arrivé. La pension Bella Vista, une douzaine d'œufs. Madame Quinquet? C'est moi! Entrez vite, qu'on ne vous voit pas. Bonjour. Bonjour. Oui, bonjour. Tenez, les œufs. Merci. Excusez-moi, Louise, je peux vous demander un service? Mais tout ce que vous voulez. Alors, bon, j'ai ici quelques enfants qui auraient besoin de ne pas éveiller les soupçons des Allemands, si vous voyez ce que je veux dire. Les pauvres ont été séparés de leurs parents au moment de leur arrestation. Bon, j'ai réussi à leur obtenir des cartes de rationnement en les faisant passer pour des victimes de bombardements alliés, mais j'aimerais faire plus. Leur distribuer quelques sucreries pour les consoler, par exemple. Oui. Je vais voir ce que je peux faire. Je crois savoir où je peux trouver ça. Merci, Louise. Vous êtes un ange. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Cette brave Madame Quinquet parvint à soustraire 15 enfants à une mort certaine. Ton oncle fit sa part, lui aussi. Certes plus modeste, quoique tout acte de résistance, grand ou petit, eut son importance.
En 42, il travaillait à l'usine Air Liquide, comme ton grand-père. Le 20 octobre, 38 de ses collègues furent réquisitionnés pour travailler en Allemagne. Ce fut la goutte d'eau, et il commença à renseigner le réseau de résistance de René Bourdet et Hubert Hureau liés à Libération Nord. Les bombardements! Léon! Ils nous bombardent! Léon! Maman, tout va bien, tout va bien. Non, maman, tout va bien, d'accord? Tu n'as rien à craindre. Ferdinand, je me croyais revenu 30 ans en arrière. Ton père était là, à mes côtés. Je suis désolé, maman. Nous sommes le 5 août 1944 et papa est mort, tu sais. Oui, et c'est encore la guerre. Il y a bien eu une explosion, je n'ai pas rêvé. Non, c'est l'usine Air Liquide. Je reconnais ce sourire. Tu as quelque chose à voir avec ça? La seule chose que je peux dire, c'est que mes renseignements ont été utiles. L'usine est certainement privée d'électricité à présent. Et sans courant, les Allemands ne sont pas prêts de recevoir leur dernière commande. Bravo, mon fils. Les Américains seront bientôt là. C'est le moment d'agir. Maman, Ferdinand, tout va bien? Eh oui, ma fille. Ça va même de mieux en mieux. Le 17 août de la même année, les principaux chefs d'opération des francs-tireurs de Paris et de la banlieue se réunirent à Champigny et appelèrent au soulèvement général. Les Campinois répondirent présents, certains n'attendant que ça pour venger la mort des résistants Auguste Taravella, Pierre-Marie de Rien, Louis Noger, Lucien Rigolet, Jean Savu et Maurice Pirolet. Fusillés en octobre 1943. Du 22 au 27 août 1944, Champigny fut le théâtre d'affrontements entre Français et Allemands, me ramenant 70 ans en arrière. Jeanne, je t'ai déjà dit 100 fois de t'éloigner de la fenêtre! Oncle Ferdinand est en train de se battre avec les francs-tireurs qui occupent la mairie et tu m'interdis d'y aller. Si je ne tire pas un seul coup de feu avant la fin de la guerre, qu'est-ce que je vais dire à papa quand il rentrera? Que ta mère préférait que tu sois vivante à son retour. J'ai honte! Il paraît que Jean, mon camarade de classe, a lui aussi pris les armes pour repousser les Allemands. C'est aussi ce que j'ai entendu. Tu ne m'aides pas là, maman. Bon. Ta mère a raison, ma Jeannette. Viens plutôt nous aider à coudre l'étendard tricolore qui nous signalera au libérateur. Et si tu te blesses avec l'aiguille, tu pourras toujours faire passer ça pour une blessure de guerre. Tu parles d'une blessure. Jeanne, Roger, allez me chercher du papier journal pour le réchaud. Oui, tout de suite. Allez, viens, Roger. Ça fait un moment que le calme est revenu. Espérons que ce soit pour de bon. Les Américains arrivent! On a repoussé les Allemands! Les enfants, vous avez entendu? C'est merveilleux! Oh, mon Ferdinand, tu es un vrai héros! Venez, les jeeps seront là d'une minute à l'autre. Et prenez le drapeau pour les accueillir comme il se doit. Je m'en souviens comme si c'était hier. J'étais si heureuse. Et pourtant, j'avais encore le cœur lourd. J'attendais papa. Il ne revint qu'1 an plus tard. Eh bien, que vont penser tes auditeurs d'une telle confidence? Toi qui refusais de me tutoyer. Tu m'as piégée. Non, tes bons souvenirs s'en sont chargés à ma place. Cette guerre n'aura pris ni ton père ni mon dernier fils. Nous aurions tort de ne pas nous en réjouir. Pourtant, Ferdinand fit des pieds et des mains pour s'engager dans la compagnie Maurice Pirolet, composée pour l'essentiel de Campinois. Mais sa blessure l'empêchait de courir la campagne, et c'est en spectateur qu'il assista à la prise d'armes du 1er octobre 1944.
Je me rappelle la prise d'armes. Nous étions fiers d'avoir à nouveau une armée. Nous étions libres. Oui, c'est vrai. Bien qu'il fallut attendre le 11 mai 1945 pour que la poche de Saint-Nazaire cède et que la France soit enfin totalement libérée. Pour ma part, je me sentis véritablement libre le 29 avril 1945. Je votais pour la toute première fois. Pour la toute première fois, moi qui ai fait l'ensemble de ma carrière auprès des élus de Champigny, j'étais considérée comme une citoyenne au même titre que les hommes. Qu'un moment aussi sombre ait pu aboutir sur un jour aussi lumineux, c'est une preuve qu'il ne faut jamais perdre espoir en la vie. Je crois, chers auditeurs, que nous pouvons nous quitter sur ce conseil qui a d'autant plus de valeur qu'il nous vient d'une campinoise qui a fait 3 guerres. Merci, Louise. Merci de nous avoir écoutés. À vous, les studios. C'était 1939-1945, l'espoir demeure. Louise Beauce, une campinoise en 3 guerres, est un podcast de la mairie de Champigny-sur-Marne, écrit par Cyril Legray, réalisé par Nathalie Bernas et produit par Bababam. Avec Annie Milon dans le rôle de Louise Beauce, Tadrina Hawking dans le rôle de Juliette Duval, Viviane Tuline dans le rôle de Jeanne Duval, Michael Mside dans le rôle de Ferdinand Duval et Bertrand Nadler dans le rôle de Gaston Chardin.